Bienvenue sur notre session. Aujourd'hui, on parle de mindset, une session spéciale pour finir l'année. Après-demain, c'est le 1er janvier 2026. La nouvelle année commence. La plupart des gens se fixent des objectifs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de mindset. Pourquoi on fait ce sujet spécial aujourd'hui? On va pas parler de graphique et de trading et de crypto comme d'habitude. Non, on va parler de mindset. Pourquoi? Parce que le mindset, c'est la chose la plus importante, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Et souvent, quand j'ai des conversations avec les gens, je leur dis, moi, je pense que la chose que le trading et l'investissement m'a le plus amené, honnêtement, c'est de grandir avec moi-même. Le trading et l'investissement, c'est une aventure de croissance personnelle, de développement personnel. Et si vous lisez ou vous écoutez des vidéos ou des reportages, Warren Buffett, Charlie Munger, son partenaire qui est décédé, on réalise rapidement que ces gars-là parlent presque juste de mindset. Charlie, il lisait 1 à 2 livres par jour. D'ailleurs, Warren Buffett a été extrêmement inspiré. Si vous écoutez des choses de Warren Buffett, il le dit. Il dit souvent que Charlie était meilleur que lui. Il y avait quelques années de plus que Charlie était quelques années plus vieux aussi. Puis il disait souvent que c'était son partenaire d'affaires, mais aussi un mentor et quelqu'un avec qui il pouvait mastermind et quelqu'un qu'il respectait beaucoup naturellement. C'est pour ça qu'il était en affaires avec lui. C'est intéressant justement parce qu'il lisait énormément de livres et quand vous étudiez Charlie, on réalise qu'il lisait des livres, mais pas juste sur l'investissement et le trading. Au contraire, une grande majorité de ses livres, c'était sur le mindset, la business, le développement personnel, les émotions, de la philosophie. Et je trouve ça super intéressant parce que ça nous fait réaliser quelque chose. Les meilleurs du monde se concentrent sur eux-mêmes, se concentrent à devenir meilleurs eux-mêmes, pas juste se concentrer sur le trading et l'investissement, mais en général dans la vie. Si tu as de la misère à contrôler tes émotions quand quelqu'un te coupe sur l'autoroute, comment est-ce que tu vas les contrôler quand tu vas perdre un trade ou gagner un trade? Et que tu vas devenir avare, que tu vas devenir greedy, que tu vas vouloir plus. Je vais vous donner quelques livres qui sont super intéressants à lire. Un des meilleurs livres que je pense qui peut être lu, c'est The Most Important Thing. The Most Important Thing de Howard Marks. C'est un livre exceptionnel. Je vous invite vraiment à l'acheter. Ça se lit super vite. C'est très intéressant parce que c'est un livre sur l'investissement. D'accord? Howard Marks, c'est un des plus grands investisseurs. Il a un fonds qui vaut plus de 100, je pense là, il est rendu à plus de 100 milliards de dollars américain. Et c'est un excellent livre. Et c'est tellement basé sur des principes clés. C'est pour ça que ça s'appelle The Most Important Thing. Et vous allez réaliser, dans ces principes clés, la plupart des choses, c'est psychologique, c'est émotionnel, c'est mental, c'est du développement personnel. Moi, je le dis souvent, en tant que trader et investisseur, tu devrais passer plus de temps à te regarder dans le miroir qu'à regarder le graphique. Parce que tu es le résultat. C'est toi qui vas amener ces résultats-là. J'ai vu tellement de gens, guys, qui avaient des belles stratégies, là. Des belles stratégies, des belles façons de faire, des belles façons d'évaluer le marché, que ce soit pour trader, que ce soit pour investir, pour les deux. Et au final, ils n'étaient pas rentables. J'ai littéralement un gars que j'ai connu, que lui, il avait vraiment un plan hyper solide. Et j'ai littéralement vu cette personne partager son plan avec d'autres gens. Et certaines de ces personnes-là avoir des bons résultats, alors que lui ne gagnait pas. Pourtant, il faisait exactement la même chose que lui. C'était son plan, c'était sa recette. Mais la différence, c'est que les deux personnes que j'ai en tête qui ont super bien réussi avec son plan, c'est qu'ils n'étaient pas émotionnels. Ils exécutaient le plan, ils avaient du développement personnel, ils s'assuraient de lire, d'apprendre, d'être conscients avec eux-mêmes, alors que lui, même s'il essayait de le faire, c'était quelqu'un d'extrêmement émotionnel, des montagnes russes émotionnelles, et ça ne fonctionnait pas, alors que sa recette fonctionnait pour d'autres personnes. Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui sur cet épisode? C'est parce que c'est le moment parfait pour en parler. L'année finit, la nouvelle année commence. Demain ou après-demain, vous allez prendre des résolutions pour la plupart d'entre vous. Bon, là, en 2026, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça. Et la plupart du temps, ces résolutions-là, ils finissent quoi? À la poubelle. Ils finissent à la poubelle parce qu'on a besoin de cette motivation. C'est une fausse motivation, n'est-ce pas? Ah, on est le 1er janvier. Et alors, c'est quoi la différence entre le 1er janvier? C'est quoi la différence entre le mois de janvier puis le mois de décembre ou le mois de novembre? Il n'y a aucune différence. Si toi, tu n'as pas changé, tu ne vas pas prendre ces actions-là. Alors, je vous invite à la place de prendre du temps à faire des résolutions ou peut-être pas beaucoup de temps parce qu'avec un verre de champagne, let's go, moi je veux faire ça en 2026 et c'est faux. Je vous invite vraiment à vous asseoir et à prendre le temps de penser qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Moi, je pense que c'est un exercice extrêmement fort à faire pour être capable de se recentrer. Faire, oui, le développement personnel, oui, lire des livres comme
Mark Howard, The Most Important Thing, un autre livre que je vous recommande pendant que j'y suis avant d'oublier, c'est Votre cerveau vous joue des tours. Albert Mockingbert, je suis pas sûr que j'ai bien dit son nom. Votre cerveau vous joue des tours, c'est excellent parce que c'est pas du tout un livre sur le développement personnel, c'est pas du tout un livre sur l'investissement et le trading, en fait, c'est littéralement plutôt côté science. La science du cerveau. Alors, je vous invite vraiment à le lire parce que ça amène un point de vue complètement différent. Donc, 2 livres que je vous invite à lire. Et le 3e, si vous ne l'avez jamais lu, vraiment, c'est un must, surtout si vous tradez et investissez. Même si vous faites juste investir, les points qui sont expliqués à l'intérieur, côté mindset, c'est super fort. C'est Trading in the Zone de Mark Douglas. 3 livres vraiment à lire là pour commencer votre année. Trading in the Zone de Mark Douglas, ça a rapport avec le trading et l'investissement. The Most Important Thing de Howard Marks, ça a rapport avec l'investissement. Ça marche pour le trading aussi. Puis, Votre cerveau vous joue des tours, qui n'a aucun rapport avec tout ça. Mais pourtant, qui a tellement rapport avec tout ça. Si vous êtes dans le marché depuis un certain temps, quand vous allez lire, vous allez réaliser à quel point ça a rapport avec tout ça. Donc, je vous invite à noter ces 3 livres-là et à les commencer là, maintenant, tout de suite, pour pouvoir apprendre et devenir meilleur. Puis maintenant, pour revenir à ce que je vous invite à faire pour commencer cette année, souvent, on a tendance à se dire qu'est-ce qu'on veut, n'est-ce pas? Oh là, j'aimerais avoir telle chose, j'aimerais avoir telle chose, j'aimerais avoir telle chose. Mais c'est pas inconfortable, les objectifs. Imaginez, je vous dis, moi, j'aimerais avoir 10 millions de dollars. Moi, j'aimerais avoir telle maison. Moi, j'aimerais être dans un corps plus en santé, j'aimerais ressembler à ça, ça, ça. Et là, les gens, ils vont mettre des images partout dans leur maison ou ils vont faire un vision board avec plein d'images. Quand ils se lèvent, ils le voient. C'est excellent. C'est pas mauvais du tout. Au contraire, c'est bien d'avoir un vision board puis de se faire PNL, de la programmation neurolinguistique où tous les matins, tu vois tes objectifs écrits partout, dans la toilette, dans ta chambre quand tu te réveilles, dans la salle à manger, tes objectifs sont là, les images sont là, tu te fais littéralement, tu te reprogrammes, tu te brainwash toi-même avec ces objectifs-là que tu veux atteindre, que ce soit des images visuelles ou des notes ou les deux, un vision board, etc. C'est super bon. Cependant, l'être humain bouge plus facilement sur la douleur que sur un objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est confortable de se dire je vais avoir un six-pack et pouvoir courir un marathon. C'est confortable de se dire je vais être un bon trader, un bon investisseur, avoir une bonne business, puis faire 10 millions cette année, ou peu importe c'est quoi vos objectifs. Tout ça, c'est des choses confortables. Se dire je vais voyager avec ma famille, avoir plus de temps avec eux, c'est confortable. N'est-ce pas? On est content d'attendre ça. Ça va être confortable. On va être heureux d'atteindre cet objectif-là. Et quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est que les gens bougent plus sur la douleur, sur l'inconfort que sur le confort. Je vous donne un exemple. Tu es dans ton salon, tu es assis sur ton canapé, tu as eu une grosse journée, tu es à moitié allongé sur le canapé, tu regardes un petit peu la télé, et là tu te dis « Ah, faudra que j'aille dans mon lit au 2e étage. » Là, tu t'imagines te lever, monter au 2e étage et aller dans ton lit. Est-ce que ton lit est beaucoup plus confortable que le canapé? 100%. Est-ce que la chose à faire, ça serait ça? 100%. Mais combien d'entre vous, si le canapé il est quand même confortable, vous allez rester dessus et vous endormir? On l'a tous déjà fait. On l'a tous déjà fait. On va être là, on va rester sur le canapé, on s'endort sur le canapé. On sait que le lit est plus confortable. Mais vous savez quoi? On s'endort et on reste sur le canapé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas inconfortable. Maintenant, prenons une situation où tu es sur une chaise. Au lieu d'être sur le canapé, tu es sur une chaise en bois. Et là, tu commences à t'endormir, tu es assis sur la chaise en bois, elle est dure pour le dos, elle est dure pour les fesses, elle est dure pour les jambes, tu es tout droit, tu n'es pas allongé, c'est inconfortable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout d'un coup, tu vas te lever en 30 secondes, tu vas fermer la télé, ok, c'est fini, je suis plus capable d'être ici, je suis fatigué. Tu vas monter l'escalier, tu vas aller te brosser les dents, tu vas te coucher dans ton lit. Pourquoi? Parce que la chaise en bois où tu étais assis tout droit comme ça, en train de te faire mal au dos, tu es fatigué, c'est pas confortable. C'est pas confortable pour dormir, c'est pas confortable pour rester dessus, donc tu ne vas pas rester dessus. C'est beaucoup plus facile maintenant d'aller chercher ton objectif, d'aller vers ton lit dans ce cas-là, au 2e étage, que de rester sur la chaise parce qu'elle est inconfortable. Puis un des grands problèmes, ou devrais-je dire un des grands défis, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord, puis même en Europe en général, on est vraiment dans une grosse zone de confort. Les gens sont confortables. J'avais un de mes mentors qui m'avait dit quelque chose de vraiment fort. Il m'avait dit, tu sais, c'est quoi la pire classe dans laquelle tu peux être? Il m'avait dit la classe moyenne. Il m'avait dit la classe moyenne, c'est la pire classe dans laquelle tu peux être. Il dit, parce que les riches, ils apprennent à leurs enfants des trucs de riches, et les pauvres, ils ont faim. Mais la classe moyenne, ils n'ont pas la faim des pauvres et ils n'ont pas la connaissance des riches. Et j'avais trouvé ça tellement fort parce que c'est tellement vrai. T'as ni les connaissances des riches, ni la faim. Et je me mets là-dedans. Je viens d'une famille classe moyenne, etc. Donc on est bien. La classe moyenne, ça va large. Il y a des gens dans la classe moyenne qui sont plus confortables, voire très confortables, et d'autres qui sont moins confortables. Mais le point est le même. On n'apprend pas les trucs que les familles riches apprennent à leurs enfants, mais on n'a pas nécessairement la faim que les pauvres ont. On ne l'a pas en fait. Alors, il m'avait dit ça et j'avais dit, c'est tellement vrai, c'est extrêmement difficile. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une zone de confort, tu es confortable.
Oui, tu veux et tu te dis là, le 1er janvier, là, cette année, je vais faire du changement, je vais avoir plus de temps pour ma famille, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais à la fin de la journée, tu es dans ton 40 heures semaine, c'est peut-être pas une job que tu détestes, c'est peut-être même une job que tu es correct, tu aimes bien, elle te paye bien, ça fait un bout que tu es là-bas, tu es habitué, tu as ta maison, tu as tes enfants, tu as tes week-ends, etc., etc. Et ça fait en sorte que tout ça, c'est confortable. Tu es sur un canapé confortable et non pas sur une chaise en bois qui te rentre dans le dos et qui te dit « Merde, je veux plus être là ». Parce que la meilleure façon de bouger, c'est quand tu atteins une limite. C'est quand tu ne veux plus cette chose-là. C'est quand tu en as assez d'avoir assez. C'est quand tu as mal. C'est quand là, ça te fait vraiment chier de te lever le matin. C'est quand là, tu n'arrives vraiment plus à payer tes factures. C'est quand tu fumes, puis là, tout d'un coup, tu fais un sport que tu aimes, puis tu commences à t'étouffer parce que tu fumes, puis tu n'es plus capable de faire ce sport. Puis là, à ce moment-là, tu as assez mal. Ça te fait assez chier de ne plus être capable de respirer pour tout d'un coup arrêter. Et j'ai vu des exemples comme ça, de gens qui ont complètement tout d'un coup arrêté de fumer. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un point où ça leur a fait assez mal. Hein, ça leur a fait assez mal. Un cancer, un ci, un ça. Peu importe, même des petites situations. Juste monter une pente. Monter une pente, puis tout d'un coup, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas allés faire de l'escalade là, en montagne. Puis ils sont super fatigués, puis ils sont avec leur famille, puis ils sont comme tabarouette. Je suis sur le bord de mourir en montant cette putain de pente. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La douleur est assez élevée. Et boum, ils arrêtent d'un coup. D'un coup, là, c'est pas comme, tu sais, d'habitude, je vais en fumer un peu moins, puis toutes sortes de choses qui sont correctes pour arrêter de fumer. Mais non, ils arrêtent d'un coup parce que la douleur est assez élevée. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de penser justement à faire cet exercice-là. Qu'est-ce qui vraiment, ça me fait assez chier, là. Puis, projetez-vous où vous allez être dans 1 an, où vous allez être dans 5 ans, où vous allez être dans 10 ans si tu continues à faire la même chose. Puis là, tu t'imagines dans 10 ans, puis là, ça te fait assez mal, ça te fait assez chier, assez mal. C'est assez douloureux de t'imaginer dans 10 ans dans cette situation-là pour faire « Oh my God, non, 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 c'est impossible ». Puis ça, tu le notes. Tu notes aussi, bien entendu, le résultat que tu veux. Tu ne veux pas juste regarder le mauvais côté, tu veux regarder le bon côté. Mais la réalité, c'est que si tu dois courir vers une ligne d'arrivée, pour passer une ligne d'arrivée, tu vas courir. Mais si tu cours pour passer la ligne d'arrivée parce qu'il y a un chien qui est en arrière de toi qui veut te mordre le cul, tu vas courir vraiment beaucoup plus vite, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire par cette douleur-là de regarder qu'est-ce qu'on veut plus. Puis des fois, il faut le cumuler. Pas juste qu'est-ce qu'on veut plus aujourd'hui. Des fois, ça fait pas assez mal. Mais qu'est-ce qui se passe si tu continues à faire ça et où tu vas être dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Là, cette douleur-là, des fois, de te voir dans 5 ans, c'est comme impossible. Je serai dans telle situation, dans la même situation dans ça dans 5 ans. Là, la douleur devient assez forte. Et c'est pour ça que je vous invite à faire cet exercice pour vraiment regarder c'est quoi ces points-là dans votre vie que peut-être maintenant ou cumulé dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va faire assez mal pour que vous devez changer ça. Puis je veux que vous preniez le temps vraiment d'y penser, de l'écrire, de le sentir. Donc là, quand vous vous levez, là, le mois de janvier, puis que ça ne tente pas d'aller au gym, ça ne tente pas de trader, ça ne tente pas d'investir, ça ne tente pas de lire, ça ne tente pas de t'éduquer, ça ne tente pas de manger santé, ça ne tente pas de X, Y, Z, c'est pas grave. Parce que tu regardes ça, puis tu lis là, ce que tu as noté, tu le laisses à côté de ton lit, tu le colles dans la fenêtre de ta salle de bain quand tu te laves les dents le matin, ou dans le miroir, peu importe, et tu le vois là. Tu le vois. Dans 10 ans, si je continue à faire ça, je vais être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Puis tu regardes ça là, puis c'est inconfortable, puis t'es pas content avec ça, puis comme non, impossible que je sois là dans 1 an, impossible que si je continue comme ça, je sois là dans 5 ans. La douleur est assez élevée pour faire non, j'en veux plus de ça. Ce que je veux, c'est la deuxième partie qui est écrite. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors je vous invite à écrire ce que vous voulez plus, ce que vous voulez et ce que vous devez faire. Alors là, quand tu lis le matin, c'est ça que tu vois. Tu vois la version de toi que tu veux pas être et tu es comme « Fuck non, je veux pas faire ça. Je veux pas être ça. » Et ensuite, tu lis « Qu'est-ce que tu veux être? » Tu dis « Oui, je veux être ça. » Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tu lis « Qu'est-ce que tu dois faire? » Et tu le fais. Ça va être beaucoup plus facile parce que maintenant, ce que tu vas créer, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. Tu vas être discipliné. Et ça, c'est la chose la plus importante, la discipline. À la fin de la journée, si tu n'as pas de discipline, tu n'as rien. Et la discipline, c'est pas d'être parfait tout le temps. C'est pas d'être à 100% tout le temps. C'est de donner son 100% tout le temps. Mais mon 100% de lundi et mon 100% de mardi et mon 100% de mercredi peut être différent. Mon 100% de mercredi, ça peut être mon 80% de mardi. C'est pas d'être à 100% comme être humain tous les jours. On n'est pas à 100% tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est de donner son 100% tous les jours. Je vais vous donner un exemple de discipline. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus aidé à réaliser à quel point c'est fort. Lisez 10 pages par jour. Guys, 10 pages par jour, ça va vous prendre 10 minutes. 10-15 minutes, je vous promets, max là. C'est 2-3 minutes par page. 10-15 minutes par jour. Dans 30 jours, vous avez fini un livre. Dites-vous, 10 pages par jour, c'est 300 pages par mois. C'est en moyenne un livre. Tu viens de finir ton année en ayant lu 12 livres. Moi, la première fois que j'ai fait ça, ça m'a vraiment frappé.
J'avais de la misère à être discipliné quand je lisais, etc. Je finissais jamais de lire. Je n'aimais pas trop lire. Quand j'ai fait le 10 pages par jour, après 30 jours, je lisais un livre de 600 pages. J'ai commencé direct avec une énorme brique. Et là, après 30 jours, je réalise, waouh, j'ai fini la moitié du livre en un mois. Et je faisais juste lire 10-15 minutes. 10 minutes, actually. 10 minutes, 10 pages par jour. Ça, c'est la discipline. 10 pages par jour, tous les jours. Le vrai résultat, c'est pas d'être capable de faire des grandes choses tout le temps. C'est d'être capable de faire des petites choses à répétition. Imagine, tu vas à la salle de sport le lundi, tu t'entraînes pendant 6 heures. Et après, tu t'entraînes pendant 10 heures. Tiens, t'es un malade. De 12 heures, de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Tous les lundis, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, t'es dans la salle de sport. Premièrement, la réalité, c'est que tu vas pas t'être donné pendant 12 heures de suite, n'est-ce pas? Puis deuxièmement, même si tu donnes ton max pendant 12 heures de suite, t'es défoncé le reste de la semaine. Qui va avoir le plus de résultats? La personne qui s'entraîne 12 heures par jour, une fois semaine, tous les lundis, ou la personne qui fait 1 heure par jour, 6 jours semaine, du lundi au samedi, il prend le dimanche off. Théoriquement, il fait 6 heures d'entraînement par semaine. L'autre en fait 12. Pourtant, entre vous et moi, on sait déjà qui va perdurer dans le temps et qui va avoir le plus de résultats. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du travail et de faire ces tâches-là. C'est des petites tâches répétées encore et encore sur un long terme. C'est ça la discipline qui amène des résultats. Et je vous invite à penser à ça. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse nouvelle année. Je vous invite à faire l'exercice que je vous ai donné aujourd'hui pour être capable de vous recentrer et vraiment rester discipliné et non pas juste essayer d'être motivé pour atteindre vos objectifs et de garder ce bon mindset. J'espère que vous allez utiliser la règle du 10, 15, 20 pages par jour, peu importe comment vous voulez faire, tous les jours. Comme ça, vous allez pouvoir passer à travers les 3 livres que je vous ai dit plus tôt dans la vidéo. Et encore une fois, je vous souhaite une super belle année et on se voit sur la prochaine vidéo en début 2026. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit j'aime sur la vidéo et mettez les notifications pour ne rien manquer.